En 2010, le taux de chômage au Gabon était estimé à 20,4%. Il y a peu de chiffres aujourd'hui et la diversification de l'économie gabonaise orchestrée par le plan stratégique Gabon émergent nous laisse supposer que l'évolution de ce taux n'est pas du tout alarmiste. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, vous le savez, place le travail au cœur du pacte social en donnant plus d'opportunités aux Gabonais, en favorisant l'emploi. Il s'agit en fait de réduire progressivement la pauvreté, non pas de l'éradiquer, ne soyons pas prétentieux. Un pacte nourri par de nombreuses et ambitieuses réformes, car il s'agit aussi de susciter beaucoup d'espoir. En fait, toute cette stratégie suscite beaucoup d'espoir auprès des populations gabonaises, même si, à contrario, à tort ou à raison, les centrales syndicales affichent clairement leur volonté de ne plus du tout s'agripper au credo « demain sera meilleur qu'aujourd'hui ». Le plan stratégique Gabon émergent, c'est aussi le triptyque paix, développement, partage qui arrive finalement à point nommé puisqu'il garantit la promotion du dialogue social. L'environnement du travail, les grèves répétées au sein des administrations publiques et privées, le plan Marshall de l'emploi au Gabon, la formation professionnelle, voilà autant de points qui vont meubler l'ossature de ce 10e numéro de votre émission, notre émission Faire savoir, vous l'aurez compris, consacrée aujourd'hui au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Vous l'imaginez bien, Simon Toutou-Méman est notre invité. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Installez-vous, s'il vous plaît. Merci. Simon Toutou-Méman, 9 de vos collègues sont déjà passés ici, sur ce plateau. Vous êtes le 10e et vous êtes notamment la bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faire savoir, vous connaissez un tout petit peu? Oui, un tout petit peu. Que vous dit cette émission? Excellente émission. C'est une émission tout à fait nécessaire qui doit informer les populations. D'accord. Alors, Monsieur le Ministre, le principe de cette émission est tout à fait simple. Des journalistes vont se succéder ici, ils vont se relayer pour vous poser un certain nombre de questions. Il y aura également des questions du public à travers notre page Facebook. Vous le savez, tapez Faire savoir et par SMS. Uniquement par SMS au 02 75 75 75, au 02 75 75 75, si vous nous contactez de l'étranger précédé de 241. Monsieur le Ministre, comme le veut la coutume au sein de cette émission, nous avons interrogé quelques compatriotes et nous leur avons demandé ce qu'ils pensent des relations employés et employeurs. Voici leur réaction. Le droit de grève devrait être légitime au lieu que ce soit une guerre entre l'employeur et l'employé. Quand il y a une incompréhension aujourd'hui, quand on regarde le climat social au Gabon, c'est non seulement un peu du désordre parce que certains veulent prendre à profit un peu ce qui se passe pour mieux régner. Il faut diviser. Bon, chez moi, déjà au départ, il n'y a pas trop de problème parce qu'à chaque fois qu'on a une revendication à faire, les dirigeants, normalement, ils viennent vers nous et nous font asseoir, qu'on essaie un peu de discuter de ça. C'est dans mon entreprise, c'est ce que je sais. Alors, ça va. Plus nous, on a toujours des suites favorables à ça. Si ça se passe, si la relation entre patron et employé se passe bien, bon, je ne vois pas de mal à faire une grève, en tout cas. C'est par rapport à ce que je vis. Hein. Voilà. Le délégué, on fait la grève pourquoi? Qui fait à ce qu'on fait la grève? Mais si c'est l'État, l'État doit reconnaître que, voilà, je reconnais qu'ils ont le droit de faire la grève. Il faut que je règle la situation pour que la chose marche. Je regrette beaucoup quand on parle, on jette l'anathème sur les enseignants, parce que le bien-être d'un père ne peut être le bien-être de son enfant. Et ensuite, le droit de grève au Gabon, à mon humble avis, devrait être légitime. Il ne faudrait pas qu'on embrase ou alors qu'on intoxique ou alors qu'on déporte le
le débat sur un autre terrain. Je pense que la relation entre employeur et employé est encore bonne, dans la mesure où moi, dans mon lieu de travail, j'ai de bonnes relations avec mon patron, où il y a le dialogue, les choses se passent bien, tout se déroule bien, on se rend compte, on se comprend, on se fait confiance, et puis il n'y a rien. Bon, personnellement, je n'ai pas de commentaires négatifs à dire là-dessus. Un bon leader doit d'abord être climatique. Quand ça va, il faut au moins partager, montrer aux employés que ça va. Parce qu'il faut avoir un sentiment d'appartenance. Quand ça ne va pas, le leader doit dire que là, ça ne va pas. Donc c'est pour ça que je parle de leader climatique. On ne peut pas être un leader autoritaire, c'est qu'on a décidé. Comme on a décidé, les employés doivent faire. Ou encore un leader, on appelle ça comment? C'est lui qui échange, quoi. Voilà. Voilà, sympathique, ouvert. Voici, j'ai opté telle décision, qu'est-ce que vous en pensez? Mais tout en sachant que le dernier mot le revient. Simon Toutou-Méman, quelques réactions des Gabonais au sujet des relations employés et employeurs. Vous, quelle est votre première réaction? Deux réactions. La première, c'est une situation kafkaïenne. Kafkaïenne parce qu'aujourd'hui, on est très loin de l'idée de ce que, à la base, au fondement, est le syndicalisme ou syndicat. Vous savez, syndicat vient du grec syndike, avec justice. On est très loin de l'idée de justice. On est très loin de la norme. Aujourd'hui, on est dans le syndicalisme libertaire, à la frontière de l'anarchie. Deuxième réaction, c'est que tout à l'heure, j'ai écouté, tout le monde appelle au dialogue vrai, au dialogue sincère, avec rationalité. C'est cela. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République... C'est quoi le dialogue sincère, Monsieur le ministre? ministre? Le dialogue sincère, c'est savoir ce qu'on peut, ce qu'on a, et on parle de quoi. Vous savez, quand il y a revendication, essentiellement, il faut des revendications professionnelles. Et s'agissant des revendications, des syndicalistes, nous allons en parler au cours de cette émission. Alors moi je voudrais et je vous en prie, Monsieur le Ministre. C'est le deuxième point, ma deuxième réaction. Parce que vous savez, le président de la République, chef de l'État, a fait une belle leçon du syndicalisme vendredi dernier à tous les partenaires sociaux. Et je voudrais qu'on me donne simplement 30 secondes. 30 secondes? 30 secondes. Je vais compter, Monsieur le Ministre. Alors, qu'est-ce que nous dit Monsieur le Président de la République, chef de l'État? Le droit syndical, comme vous le savez, est un droit consacré et garanti par nos textes. Mais ce droit, encadré par notre arsenal législatif et réglementaire, impose également des devoirs. À la liberté syndicale d'observer un arrêt de travail correspond la liberté du non-syndiqué, du non-gréviste, de vaquer sereinement à ses occupations et donc de travailler en toute quiétude et en toute sécurité sans avoir à être perturbé ni à être inquiété dans son intégrité physique ou morale. Vous avez quasiment respecté le temps, Monsieur le Ministre. Mais comment traduire ces propos très rapidement? Belle leçon. Ça veut dire il y a des droits et il y a des devoirs. Il faut revenir au fondement avec justice. Et nous sommes là pour faire savoir. Vous l'avez constaté, Jacques Fourier, Mangumba Maloulou et Tatiana Minko, respectivement de Radio Gabon et de Gabon Télévision, nous ont rejoints sur ce plateau. Vos questions. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Nous allons faire grosso modo un état de lieu de l'environnement du travail au Gabon. On va donc parler du décret du 23 avril 2010 du chef de l'État fixant le revenu minimum mensuel à 150 000 francs en République gabonaise. 5 ans après, est-ce que vous êtes convaincu de l'application et de l'effectivité de cette mesure sur toute l'étendue du territoire national? Il faut vous dire d'abord que c'est une belle innovation. C'est une très belle mesure. Il n'y a pas de précédent. Voyez-vous, en Afrique, au sud du Sahara,
150 000, c'est beaucoup d'argent. Et votre question, est-ce que c'est appliqué? Est-ce qu'elle est effective sur toute Elle est l'étendue? effective, oui, elle est appliquée, elle est effective. Elle concerne qui, Monsieur le ministre? Alors, elle concerne essentiellement les travailleurs régis par le Code du travail. Ça, c'est tout à fait clair là-dessus. Il y a également le personnel domestique qui n'est pas tout à fait concerné, mais également les collectivités locales. Qui ne sont pas concernés par cette mesure? Qui ne sont pas concernés, c'est effectif. Nous faisons des inspections, sont diligentés. Évidemment, il y a le travail illicite, c'est tout à fait, ça arrive, mais c'est une mesure qui est appliquée. Alors, le secteur privé est également concerné. Pour ne pas paraître comme une vérité sans détour, Monsieur le ministre, quelle démarche l'État a mis en place pour pouvoir vérifier l'authenticité de cette mesure dans les entreprises? Ben, je vous dis qu'elle est appliquée. Si elle est appliquée, c'est qu'on vérifie, c'est qu'il y a les inspecteurs qui passent régulièrement et nous constatons qu'elle est appliquée. Elle n'est peut-être pas appliquée parce que je ne voudrais pas ici avoir la langue de bois. Elle n'est pas appliquée à 100%, mais les statistiques que nous avons, c'est qu'elle est appliquée à près de 98%. Et pourquoi je elle dis n'est bien pas appliquée à 98% parce que je vous ai dit, madame, le travail illicite, quel que soit le pays au monde, ça existe. Et les ripoux en entreprise, ça existe également. Merci. Monsieur le ministre, bonsoir. Nous allons parler également obligations de l'État et employés. On évoque toujours des questions liées aux problèmes de primes, notamment la prime de logement, de transport, et également l'augmentation des salaires qui fait mouche depuis quelques temps. Monsieur le ministre, en termes de concrétisation, qu'est-ce que l'État a prévu comme mécanisme mis en place pour permettre l'amélioration des conditions de vie des travailleurs? Alors, là, vous parlez des relations entre employés et employeurs. Vous savez, ces relations sont bien codifiées. En ce qui concerne le secteur public, il s'agit du statut général de la fonction publique. En ce qui concerne le privé, il s'agit du Code du travail et des conventions collectives. Maintenant, vous savez, en ce qui concerne le SMIC, là aussi, il n'y a pas un précédent en Afrique au sud du Sahara. Je veux donner des chiffres. 1974, le SMIC en République gabonaise, 17 500 francs. 1977, le SMIC en République gabonaise, 23 000 francs CFA. La même année, je dis bien la même année, on passe à 44 000 francs. Mais 2006, oui, aujourd'hui, on est à 80 000 francs CFA. Mais au-delà, vous-même, vous l'avez évoqué, on est passé tout de suite dans le secteur privé 150 000 francs CFA. Maintenant, comparaison n'est pas raison. Je vous donne quelques chiffres. Le SMIC, Sénégal. Au Sénégal, on est à 40 700 francs. Côte d'Ivoire, 60 000 francs. Cameroun, 27 000 francs. Monsieur le ministre, le cas du Gabon, les Gabonais ne sont pas encore satisfaits. Vous savez, en économie, on dit les besoins. Il y en a, sont énormes, mais les moyens sont limités. Il faut faire la politique de ces moyens. Et le SMIC en République gabonaise a augmenté. Et je vous dirais que le pourcentage est énorme. Maintenant, les accessoires. Vous avez également abordé le problème d'accessoires de salaire. Mais l'aide à la propriété, l'indemnité de transport et j'en passe. Il y a eu des augmentations substantielles. Ces dernières années. C'est suffisant, Monsieur le ministre? Vous savez, rien n'est jamais suffisant. Mais nous avons un État pour cela, pour dire nous devons nous limiter à cela. Sinon, on ne payera que les salaires. Et on ne fera plus d'investissement et le développement économique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, ici, c'est pas vous qui posez les questions, monsieur le ministre. Vous êtes ici pour répondre. Nous allons parler de droits et devoirs des travailleurs, monsieur le ministre. Alors, selon vous, les revendications des leaders syndicaux, elles sont légitimes ou surréalistes? Je crois que nous avons un problème avec nos centrales syndicales. Le problème de la formation. Les revendications sont tout à fait irréalisables, irréalistes. Pour ne parler que d'augmentation de salaire. Nous avons passé beaucoup de temps à faire le week-end passé jusqu'à des heures très tardives, des simulations. Prenons la dernière simulation, en ce qui concerne les augmentations de salaire, on est au-delà, je dis bien au-delà de 2500 milliards. Alors, si vous voulez bien, monsieur le ministre, on va revenir sur cette question. C'est d'ailleurs un des focus de cette première partie de cette émission. Peut-être revenir sur le code, le droit et devoir des travailleurs en République gabonaise. Tout à fait. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure du code du travail. Mais pour être un peu plus explicite, que prévoit le code du travail? Sur quel aspect? Vous avez évoqué des questions liées au privé. Vous avez parlé que le code du travail concernait plus le privé. Sauf si je vous ai mal suivi. Le code... On peut en profiter, hein, monsieur le ministre, pour dresser un exercice pédagogique pour que tous les travailleurs qui nous regardent actuellement puissent bien comprendre comment ça fonctionne. C'est aussi ça l'objectif de cette émission, faire savoir. Alors, on a parlé de salaire. Mais le code, il prévoit quoi? Le code du travail prévoit qu'aujourd'hui, le revenu minimum mensuel est de 150 000 francs. 150 000 francs. Maintenant, est-ce qu'on peut aller au-delà? Est-ce que nous sommes en train de toiletter cette loi? Vous êtes à quel niveau? En ce qui concerne le code, vous savez, c'est un vaste chantier qui a commencé sur instruction de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec un objectif tout à fait clair, booster notre économie. Booster notre économie. Deuxième objectif, il fallait arrimer le nouveau code au plan stratégique Gabon émergent. C'était important. Alors, il fallait, dans un premier temps, qu'il y ait un peu plus de flexibilité pour ce code, parce que c'est important. Il fallait également alléger les procédures pour deux raisons tout à fait simples. Employabilité, plus d'investissement. Vous avez également parlé, monsieur le ministre, sans vous couper la parole, des conventions collectives. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas de limites? Alors, les conventions collectives, il faut bien comprendre, c'est un tout. Il y a le code, ensuite les conventions collectives. Les conventions collectives, c'est la suite des codes. Les conventions collectives, c'est un accord, je dirais, sectoriel. C'est un accord sectoriel qui intéresse donc des secteurs précis. L'État, en ce qui concerne les conventions collectives, ne joue que le rôle d'arbitre. L'État applique la norme, aide les entreprises à mener jusqu'au bout ce chantier, mais l'État n'est pas totalement appliqué. Ça faisait plus que 25 ans que ces conventions n'avaient pas été renégociées. Eh bien, nous avons, ensemble avec la COSIGA, qui a été signataire de ces conventions, décidé d'ouvrir ce chantier. Nous allons donner un coup d'accélérateur simplement dès qu'on termine le chantier du code. Parce qu'on ne peut pas mener les deux chantiers en même temps. Mais déjà, je vous en prie. Mais déjà, vous savez, il y a des conventions qui sont tout à fait achevées. Je peux citer le secteur de l'enseignement supérieur, je peux citer le secteur des banques, la CNSS, et j'en passe. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui peut aujourd'hui expliquer le fait qu'il y ait autant de grèves sur la place publique? Ah, question tout à fait intéressante. Il y a des revendications professionnelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public,
on a différé très souvent. Vraiment sans langue de voix. On a différé très souvent des mesures, des engagements pris. Troisième élément, manque de formation. Dernier élément, et je pense que c'est le plus important, il y a le ver dans le fruit. Et ce ver, c'est l'introduction, je dirais l'incursion du politique dans le syndicalisme. Alors, on se retrouve au Gabon avec un syndicalisme tout à fait hybride. Dans ce cas, que faut-il faire, monsieur le ministre? Il faut que la loi s'applique. Il faut que la loi s'applique avec vigueur, avec rigueur. Qui applique la loi, monsieur le ministre? Mais celui qui est le garant de la norme. Et nous allons appliquer la loi avec vigueur. Et ce sera fait. Vous avez écouté le ministre de l'Intérieur hier. La loi sera appliquée avec vigueur. Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a peut-être pas lieu de revoir les politiques qui accompagnent la mise en effectivité de certaines mesures prises par l'État? Par exemple, sur la question des réformes de salaire, lors du Conseil des ministres délocalisé de Mouila en 2011, le président de la République avait instruit le gouvernement, il a demandé au gouvernement d'engager une procédure de réforme dans la rémunération des salaires des agents de l'État. Comment expliquer que 5 ans après, nous soyons encore en procédure de commission plutôt que de parler de son effectivité? C'est un mécanisme extrêmement long. C'est un mécanisme qu'il faut affiner. Le travail est en train d'être fait et bien fait par mon collègue de la fonction publique. Mais nous sommes rattrapés par la crise du pétrole, monsieur le ministre. À telle enseigne qu'aujourd'hui, tous les partenaires sociaux sont d'accord pour dire cette réforme, elle est bonne. On y va. Mais la divergence, c'est quoi, de point de vue? C'est ceux qui veulent un mécanisme transitoire, ceux qui veulent qu'on aille beaucoup plus vite que la musique, mais il n'y a pas de mesure transitoire. Comment faire en ce moment, monsieur le ministre, au moment où nous sommes rattrapés par une crise du pétrole? Est-ce que vous pensez qu'il y a un miracle qui va se faire en matière de revalorisation des salaires, monsieur le ministre? Mais dans la nouvelle grille, ce qui est en train d'être fait, les salaires seront augmentés. Il faut bien comprendre cela. Les salaires seront augmentés. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, n'a pas attendu qu'on mette en place une nouvelle grille. Il a décidé, il a dit, et la résonance était là. Les salaires vont être augmentés. Et dans la nouvelle grille, les salaires seront augmentés. Alors, Simon Toutoumémane, s'il vous plaît, Jacques Fourier-Mangouba Maloulou, vous évoquez déjà là les grandes décisions prises lors des assises d'Angondjé. Nous allons suivre très rapidement ce reportage qui dresse un regard sur la genèse et le déroulement de ces assises. Et nous nous retrouvons juste après pour la suite de l'émission. Toutes les parties s'accordent à le dire. Les rencontres d'Angondjé relatives au dialogue social sont arrivées à point nommé, à une période où il était nécessaire de repenser le système administratif pour améliorer le social au Gabon. Les travailleurs gabonais, durant plus d'1 mois, se sont regroupés au sein de sous-commissions pour dresser le diagnostic des différents secteurs, public, parapublic, patronat, privé. Entourés de membres de l'administration venus participer aux échanges, ils ont sans état d'âme dressé un état des lieux de leurs secteurs respectifs. Une analyse franche, parfois dure, qui a débouché sur de nombreuses revendications. Des préoccupations prises en compte par le gouvernement et portées par son chef à l'autorité suprême, le président de la République, le Premier ministre, qui tout au long des assises aura planché pour le consensus en vue de trouver une position acceptable pour toutes les parties. Pour rappel, c'est en novembre 2014 que le numéro 1 de la nation réunit à la présidence de la République, gouvernement et acteurs sociaux, première étape qui donnera lieu par la suite aux rencontres d'Arambo, présidées par le chef du gouvernement, puis à celle d'Angondjé en décembre 2014. Vendredi dernier, un rapport a finalement été remis au président de la République. Ce dernier a renvoyé gouvernement et partenaires sociaux à s'accorder sur les quelques points de divergence. La réponse est attendue dans les plus brefs délais.
Alors Simon Toutouméman, nous observons que vous avez pris par devers vous finalement le code du travail avant de revenir sur les assises d'Angonje et notamment les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux du week-end dernier. Nous allons très rapidement présenter ce code. Monsieur le ministre, vous l'avez avec vous? Oui, simplement pour dire que le code, il est presque prêt. Il a suivi les étapes nécessaires. Il y aura maintenant une restitution. Nous avons même des propositions de la CPG qui existent. Nous sommes à la fin. Nous avons suivi toutes les étapes. Bureau international du travail. Nous avons demandé aux partenaires sociaux une contribution, CPG, travailleurs, et ça s'est très bien passé. Nous avons eu de très bonnes contributions. Maintenant, on est à l'étape simplement où il y aura une restitution. Alors venons-en aux assises d'Angonje. Tout à fait. Monsieur le ministre, vous avez été un des acteurs majeurs de ces assises d'Angonje. Et on l'a vu sur ces images tout à l'heure. Voilà. Alors finalement, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de concrétisation pour les travailleurs? Deux choses. La première chose, il faudra retenir que monsieur le président de la République, chef de l'État, est un homme de dialogue. Deuxième chose, mais monsieur le président de la République a tendu une très belle perche aux partenaires sociaux. Depuis 10 ans, les cahiers de charges, ils s'empilaient. Et on avait des revendications qu'on retrouvait ici, les mêmes là, et au fur et à mesure, les cahiers de charges s'empilaient. Monsieur le président de la République, chef de l'État, a pris cette belle initiative en disant aux uns aux autres, on met tout à plat. Sans tabou, il faut aller en Angonje et il faut arriver en Angonje avec des propositions concrètes pour qu'on ait des décisions efficaces. Monsieur le ministre, je vais peut-être repousser chemin juste un tout petit peu. Parlons du Code du travail tout à l'heure. Très rapidement. Ce nouveau Code du travail, il inclut l'organisation des élections professionnelles. C'est cela, vous le confirmez? C'est même très important qu'il soit rapidement adopté. Parce que la situation kafkaïenne que nous avons aujourd'hui avec le monde syndical, où nous avons un syndicat fait d'invectives, de violence et avec une dose politique, les élections professionnelles mettront un terme à cela. Il faut bien comprendre une chose, c'est que notre code du travail ne prévoyait pas une élection professionnelle. Il a donc fallu toiletter l'article 346 du code pour introduire une élection professionnelle en République gabonaise. Et cette élection professionnelle va permettre qu'on ait une représentativité, qu'on ait des partenaires crédibles en face et les coquilles vides. Je dis bien, les coquilles vides vont devoir disparaître. Alors revenons-en aux assises sociales du week-end dernier, le conclave du week-end dernier. Le gouvernement estime avoir joué sa partition face aux partenaires sociaux et vous avez appelé à une reprise du travail qui n'est pas effective totalement sur le terrain. Que doit-on faire, monsieur le ministre? On parle d'Angonje ou on parle du week-end? On parle du week-end dernier, monsieur. Alors, le week-end, vous savez, le peuple attend des décideurs qui tranchent. Le peuple attend qu'il y ait des décideurs forts. Le peuple attend qu'il y ait des décideurs qui aient une vision. Mais le gouvernement a fait une très belle proposition. La PIP, elle a été payée. Non seulement la PIP a été payée, le gouvernement dit quoi concrètement? Le gouvernement dit, nous allons accélérer la mise en place du nouveau système. Et je vous disais tout à l'heure, ce nouveau système, il y a des augmentations de salaire qui sont prévues. Mais il faut qu'on sorte du provisoire. Dans notre pays, on a eu une tendance à s'accommoder du provisoire. Il faut qu'on sorte de ça. Mais parce que une partie, je dis bien une partie des partenaires sociaux, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils disent, en attendant que le système ne soit mis en place, qu'est-ce qu'on fait?
Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut attendre que le système soit mis en place. Est-ce qu'ils ne sont pas lassés des promesses du gouvernement, monsieur le ministre? ministre? Ils ne devraient pas être lassés des promesses du gouvernement. Ils ne devraient pas, parce que le gouvernement a beaucoup fait. Le gouvernement a bien fait. C'est aussi votre devoir. C'est notre Regalien. devoir. C'est notre devoir. J'ai dit, le peuple ne comprendrait pas qu'on cède. C'est un peu le syndrome de l'enfant. Le syndrome de l'enfant voudrait quoi? Que quand vous amenez un enfant dans un magasin où il y a des jouets, il veut tous les jouets. Mais le rôle du père, c'est de trancher. Et nous avons tranché. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a tranché. Monsieur le ministre, je voudrais vous prendre au mot. Hein. Vous disiez tout à l'heure que la PIP a été payée, mais jusqu'à présent, il y a quand même quelques-uns des Gabonais qui sont insatisfaits. Certains fonctionnaires qui n'ont pas pu percevoir leur PIP. Elle a été payée. Et le paiement en totalité, on observe encore qu'il y a encore des files d'attente devant les banques. Jusqu'à hier, la PIP a été payée. Nous avons vérifié, elle a été payée. Vous en êtes sûr, monsieur le ministre? Je suis certain. C'est votre parole contre celle des fonctionnaires, monsieur le ministre? Je suis certain, elle a été payée. Alors, monsieur le ministre, pour conclure avec cette question, finalement, que doit-on retenir de la rencontre que vous avez eue, du travail qui a été fait durant le week-end? Mais, alors, nos enfants à la maison... Un peu d'histoire. Le travail qui a été fait le week-end, c'est le prolongement des assises d'Angondje. Les assises d'Angondje ont donc mis à plat la plupart des revendications. Il y a eu 4 sous-commissions. Les 3 sous-commissions qui concernaient le secteur parapublic, privé, patronat, bien fonctionné. Il y a eu simplement, en ce qui concerne la sous-commission concernant le secteur public, il fallait affiner un tout petit peu parce que les fonctionnaires n'allaient pas en Ngondje pour négocier. Ils attendaient des propositions. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que père, en tant que, je dirais, il a le culte du dialogue. Il a demandé aux uns aux autres de repartir le week-end, affiner simplement ce qui posait problème, c'est-à-dire l'augmentation des salaires. La sérénité est de retour. Nos enfants qui attendent à la maison peuvent espérer regagner les salles de classe. En tout cas, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, vous avez bien écouté hier. Il était entouré de quelques ministres. Il a donné des assurances aux parents. Et les parents peuvent, dès demain, envoyer les enfants à l'école sans problème. La loi va s'appliquer avec vigueur. Monsieur le ministre, je vous ai expliqué le principe de l'émission. Dès l'entame, nous allons prendre très rapidement une question du public. Où en est-on avec la journée continue? C'est une question qui apparaît sur notre téléphone, le 02 75 75 75. Monsieur le ministre, où en est-on avec la journée continue? Belle initiative de Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Vous savez, la plupart des pays émergents, c'est la journée continue. L'Amérique du Nord, si vous observez très bien, c'est la journée continue. Il semblerait qu'elle aille à 2 vitesses. On ne réinvente pas la roue. La journée continue a beaucoup d'avantages. Je vais en citer 2, par exemple. Voyez-vous, ça permet aux parents de rentrer beaucoup plus tôt à la maison, s'occuper davantage de l'éducation des enfants. On a également observé que dans la plupart des pays où il a été institué la journée continue, il y a eu un retour à la terre. Les gens se sont retrouvés propriétaires de vergers, ce qui est une très bonne chose. Je vous ai dit au début de l'émission qu'avec moi, il n'y a pas de langue de bois. Maintenant, il y a des inconvénients en ce moment qu'il faut affiner pour que cette belle initiative de Monsieur le Président de la République prospère. Je vous accorde une dernière question, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous voulez poursuivre très rapidement, je vous en prie.
il Nous faut avons affiner, un impératif de temps. Il faut affiner la fluidité du transport. Il faut affiner également le fait qu'il y ait des cantines pour qu'on garde sur le lieu du travail les travailleurs. Et au ministère du Travail, les fonctionnaires arrivent à 7h30 ? Je vous ai dit qu'il fallait affiner la fluidité du transport. Vos dernières questions. Oui, monsieur le ministre, je pense que cette journée continue ne profite pas vraiment à tous les Gabonais, notamment les agents de la communication qui vont au-delà de 15h30. Est-ce qu'il n'y a pas à ce niveau, par exemple, des heures supplémentaires pour ce secteur de la communication? Ce sera votre dernière question, Jacques Fourier. Ce sera peut-être l'occasion d'en discuter avec votre employeur. Merci, monsieur le ministre. Vous êtes satisfait de la réponse? Ben, on attend. On attend, Rodrigue. Alors, monsieur le ministre, nous avons également interrogé les Gabonais sur la politique d'emploi au Gabon. Nous allons suivre très rapidement leurs réactions et nous allons entamer la deuxième partie de cette émission. En matière d'emploi, je vois vraiment qu'au niveau, par exemple, de la fonction publique, il y a comme un frein. On ne recrute plus tellement. Peut-être dit-on que la fonction publique est déjà saturée et surtout qu'il y a aussi un problème de poste budgétaire qui se pose dans la plupart des ministères. Donc au niveau de la fonction publique, on ne recrute plus tellement, mais au privé également. Sinon, il y a des petites sociétés qui se créent, des PME, PMI qui se créent, qui emploient un peu de Gabonais. Moi, je voudrais d'abord que le gouvernement nous publie les chiffres exacts concernant le chômage au niveau du Gabon. Parce qu'on se rend compte que pratiquement dans tous les secteurs, le chômage est en train de monter. Vraiment, c'est pas la joie actuellement au Gabon. Là. Bon, là, je parle surtout du secteur privé, parce que le public, vraiment, je ne maîtrise pas tous les paramètres. Mais on sait que dans le secteur privé, on assiste aujourd'hui à des compressions, des licenciements. Bon, certainement, d'après ce qu'on apprend, l'État ne réglerait pas trop la dette intérieure. De toute façon, bon, c'est des termes économiques que nous tous on ne maîtrise pas. Mais je crois que le chômage est en train de monter sérieusement. Et là, vraiment, je lance un appel au gouvernement pour que des mesures soient prises. Sinon, vraiment, c'est pas la joie. On ne peut pas dire que le chômage est en train d'être réglé ou jugulé. Bon, c'est vrai qu'on essaye un peu de faire quelques petits efforts par-ci par-là, mais également avec la crise pétrolière, on constate qu'il y a des sociétés qui sont en train de compresser un peu leur personnel. Simon Toutou-Méman, quelques réactions des Gabonais au sujet de la politique du gouvernement en matière d'emploi, vous? Il faut rassurer nos compatriotes. C'est une politique volontariste, efficace, qui porte déjà ses fruits. Quelques chiffres, parce que nos téléspectateurs ont demandé des chiffres. Quelques chiffres. En République gabonaise, nous avons aujourd'hui 100 000 chômeurs. Statistique 2010, 100 000 chômeurs. Le pourcentage, 20,4. Mais je peux aller plus loin et vous dire qu'en affinant cette hypothèse, on pense qu'aujourd'hui, nous sommes à 80 000 chômeurs. Et le chômage s'est stabilisé en République gabonaise. Il faut comprendre une chose, ce chômage, il est, et c'est assez exceptionnel, il est structurel et il est en même temps keynésien. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le ministre, en français facile? En français facile, structurel, c'est qu'il est lié à la structure même de notre économie. C'est une économie fossile, pétrole, mines et la forêt. C'est des secteurs où nous n'avons pas beaucoup formé. C'est des secteurs tout à fait pointus.
mais il est keynésien. Keynésien en français facile, c'est qu'il est conjoncturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces secteurs, quand il y a beaucoup d'activités, secteur forêt, secteur pétrole, il y a beaucoup d'embauches. Quand nous avons des événements comme la Cannes, où il y a eu la relance des grands travaux, il y a eu également beaucoup d'embauches. Donc, aujourd'hui, le chômage en République gabonaise s'est stabilisé. Nous avons la baisse dans le secteur du BTP, donc il y a quelques licenciements. Nous avons également une baisse dans le secteur du pétrole. Il n'y a pas de licenciements massifs, mais il y a quelques licenciements. Ainsi dressée la situation du chômage au Gabon, et vous l'avez constaté, Dina Koussou et Innocent Badouma nous ont rejoints sur ce plateau, respectivement de Canal 7 et du journal L'Union. Le temps de vous rappeler, Monsieur le Ministre, que cette émission n'est pas caution Sposa aux économistes. Il y a le Gabonais lambda qui nous suit également. Vos questions. Justement, rebonsoir. Sinon, bonsoir, Monsieur le Ministre. Alors, vous parliez tout à l'heure du taux du chômage concernant la population active, qui peut être évalué aujourd'hui à 20,5%. C'est ce que vous avez dit. 20,4%. Ok. Alors, à côté, on a le chômage des jeunes, qui est évalué à... le chômage des jeunes, c'est 78%. Au lieu des 30% qu'on entend habituellement. Alors, il n'est pas de 30%. Expliquez-nous. À peu près 78%. Alors, chômage des jeunes. C'est les jeunes qui sont les plus touchés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas formés. Et ceux qui sont un tout petit peu formés, eh ben, ils représentent à peu près 68%. Ces 68%, ils sont sortis du circuit scolaire normal. Aucune formation, aucune expérience professionnelle. Alors comment le Gabon compte-t-il justement régler cette question du chômage? Quels sont les mécanismes dont dispose le gouvernement gabonais pour régler cette question? Le bras séculier, c'est l'ONE. Il faut former en quantité et en qualité. L'ONE, aujourd'hui, est en train d'être totalement restructuré avec un peu plus de moyens. Nous allons être au plus proche du chômeur. Ça veut dire que nous allons faire comme en France, Pôle emploi. Ça va être un service de proximité. Le président de la République, chef de l'État, a été très clair parce qu'il souhaite redonner dignité aux citoyens à travers un emploi stable, à travers un emploi durable. Il a donc décidé de prendre à bras le corps ce phénomène pour inverser la courbe. Et il a mis les moyens. Il a mis les moyens pour que l'ONE soit au plus proche des chômeurs. Nous allons donc étendre l'ONE à Ovendo, à Kanda, mais également là où il n'était pas encore, où il n'existait pas encore, Lambaréné. Nous allons en parler, Monsieur le Ministre. Voilà. Nous allons en parler. Innocent, vous voulez intervenir? Justement, par rapport au taux, Monsieur le Ministre, vous avez parlé de 20,4%. Ouais. On sait que le système de statistiques est défaillant. Est-ce que vous avez tenu compte des zones non couvertes par l'ONE? Nous avons tenu... Est-ce que ce taux, en d'autres termes, est-ce que ce taux n'est pas plus élevé si on tient compte des zones rurales? Non, on pense même que ce taux, il faut l'affiner. Il faut l'affiner. D'abord, c'est une étude qui a été menée en 2010, qui n'est plus d'actualité. Et c'est pourquoi nous avons, avec des services du ministère, affiné ces données. Et on est donc, en affinant les données, on est passé de 100 000 chômeurs que cette étude donnait. On est aujourd'hui à 80 000 chômeurs. Concernant le marché de l'emploi, vous allez parler de chômage structurel et de chômage conjoncturel dû à la conjoncture, mais il reste que le marché de l'emploi n'est pas totalement transparent. Est-ce que les offres d'emploi sont toujours connues de demandeurs d'emploi? À ce niveau, est-ce que le gouvernement ne peut pas mettre en place une plateforme d'information? La plateforme, elle existe. L'ONE fonctionne très bien.
Vous êtes en train de confirmer son efficacité? Oui, je vais vous dire. Ce n'est pas moi qui confirme l'efficacité. Vous savez, il y a des données au niveau international. La norme pour dire qu'une structure qui s'occupe du chômage est efficace, de l'emploi est efficace, la norme, on est efficace à 45% du taux de placement. L'ONE, on est aujourd'hui à près de 64%. Alors, 64%. Deuxième donnée statistique. Allez-y, monsieur le ministre. Deuxième donnée, c'est que, vous savez, il y a 2-3 ans, personne ne croyait, personne n'allait plus à l'ONE. À telle enseigne que la banque de données de l'ONE, chaque année, enregistrait très peu de CV. Aujourd'hui, on est passé de 2000 CV qui étaient déposés à l'ONE, on en est aujourd'hui à plus que 8000. Alors, il y a très peu de personnes qui vont à l'ONE. Ce sont d'ailleurs vos propos, l'Office national de l'emploi. Nous avons fait le choix d'y aller. Nous avons interrogé le directeur général de cette structure, Jean-Oscar Nzoutsidios. Nous l'écoutons. Concernant justement le redéploiement des structures d'accueil, nous avons mené plusieurs actions. Nous avons déjà évalué les moyens humains, matériels et financiers pour l'ensemble des agences. Nous avons également renforcé les capacités des conseillers en emploi et insertion. Le chef de l'État avait décidé au sortir des assises sociales justement du recensement et d'établissement d'une cartographie du chômage dans notre pays. En ce sens, nous avons mené un certain nombre d'actions. Nous avons déjà élaboré et validé le document de projet. Nous avons élaboré les outils de collecte de données. Nous avons aussi élaboré la stratégie de communication. Le demandeur d'emploi, l'individu qui recherche un emploi, vient s'inscrire à l'Office national de l'emploi. Une fois inscrit, un numéro lui est attribué. Il devient demandeur d'emploi. Dans ces conditions, nous pouvons le prendre en charge. Alors, il est convoqué à une session d'information des techniques de recherche d'emploi. Au cours de cette session, nous lui apprenons à rédiger un CV, nous lui apprenons à rédiger une lettre de motivation, nous lui apprenons à se préparer à un entretien d'embauche. Après cette phase, il est ensuite convoqué par un conseiller en emploi qui le reçoit pour valider son CV. Simon Toutouméman, nous venons d'entendre le directeur général de l'ONE. L'ONE dispose des chiffres, dispose, je ne sais pas, d'un ouvrage que les Gabonais peuvent consulter pour mesurer l'action qui est faite au quotidien? Alors, nous avons innové. Je vous ai dit que l'ONE, nous souhaitons que l'ONE aujourd'hui fonctionne comme Pôle emploi en France. Les Gabonais disposent aujourd'hui d'un rapport statistique. Et j'exige que ce rapport soit mis à la disposition des citoyens lambda. Il est publié régulièrement et il est disponible. Et celui que vous tenez à l'instant est de quelle année, s'il vous plaît? Vous voyez bien, 2014. 2014. Monsieur le ministre, il est disponible où? À l'ONE. À l'ONE. Ok, nous allons avancer. Justement, lors des assises, il a été annoncé la restructuration de l'ONE, dont nous sommes en train de parler. Et le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a réaffirmé ce souhait lors de son allocution à la Nation le 31 décembre dernier. Où en est-on avec ces restructurations? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Alors, vous savez, Monsieur le Président de la République, quand il parle d'inverser la courbe du chômage, il parle avec conviction. Comme vous d'ailleurs. Ah oui, il parle avec conviction. Vous savez, le chômage aujourd'hui, il ne concerne pas que notre pays. Mais dans notre pays, le président, voulant inverser la courbe du chômage, a mis les moyens. Où on en est avec la restructuration de l'ONE. Aujourd'hui, nous sommes en train d'installer l'ONE un peu partout pour qu'il soit un véritable service de proximité. Je vous ai dit à Ouvendo, à Kanda, mais également dans des provinces où l'ONE n'existait pas. Au-delà, vous parlez des statistiques. L'ONE n'avait pas une cartographie du chômage. Nous sommes en train de mettre à l'ONE une véritable cartographie du chômage en République gabonaise.
un observatoire. C'est important parce que pour parler du chômage, tout à l'heure on a parlé chiffres, mais si on avait un observatoire qui fonctionne normalement, ben, on aurait chaque fin du mois des indications statistiques sur le chômage en République gabonaise. Monsieur le ministre, vous parlez de cartographie du chômage, de redéploiement de l'ONE. Est-ce que l'ONE dispose d'un budget conséquent et des moyens humains? Et surtout un observatoire, parce que c'est important. Est-ce qu'il y a des moyens humains et financiers pour mener ce chantier ou ces chantiers? Il ne faut pas toujours voir les moyens. Sans moyens, on ne peut pas arriver. Oui, mais il faut. Moi, j'ai pour habitude de ne pas mettre les moyens au fondement. Simon Toufou-Memouane, mission rime avec moyens. Oui, mission rime avec moyens, mais également mission rime avec les ressources, la conviction, ressources humaines. C'est la première richesse, l'homme. Et je crois que le président de la République, s'il veut inverser la courbe, a mis les moyens. L'ONE a les moyens aujourd'hui. Voyez-vous, vous avez demandé tout à l'heure, quelle année vous vous attendiez, et c'est sans préjugés, que je vous dise, ben, écoutez, ces statistiques remontent à 2009, 2014. C'est des moyens. Le président de la République, je vous dis, veut inverser la courbe du chômage. Et s'il veut inverser la courbe du chômage, il a mis les moyens. Mais il parlait du potentiel humain et là, ça nous il amène... s'agit de recruter des fonctionnaires, des conseillers emploi. Est-ce que nous avons la ressource? Pourquoi toujours des fonctionnaires? Vous savez, à l'ONE, il y a un seul fonctionnaire. Oui. Un seul à l'ONE. Expliquez-nous. Ben oui, il y a un seul fonctionnaire, c'est une structure publique. Il y a un seul fonctionnaire et oui, il faut recruter. Pourquoi recruter des fonctionnaires? Il faut recruter, il y aura des appels à candidature qui se passeront en toute objectivité. Nous allons passer de 9 agents que l'ONE disposait à Libreville à près de 80, pour qu'il y ait plus de fluidité, pour que les gens soient bien reçus, que les gens soient bien conseillés, mais également que les gens s'occupent un peu plus des compatriotes qui sont déjà, je dirais, en situation précaire parce qu'ils sont au chômage. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Innocent Badouma. Oui, monsieur le ministre, vous avez parlé des cartographies du chômage. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée qui est au chômage? Quel est le profil de ce chômeur gabonais aujourd'hui? Je vous ai dit aujourd'hui que nous avons également une donnée statistique très élevée. Nous avons essentiellement des jeunes pas formés du tout. Pour ceux qui sont formés, ils sont sortis du système régulier, l'enseignement classique, sans expérience. Et malgré cela, nous avons quand même un taux de placement très élevé. Avouez, je vous dis, je parle avec conviction, l'ONE, c'est efficace. Un taux de placement de 64%. C'est important. Au sorti des assises sociales d'Angondje, il y avait aussi un chantier, celui d'insérer, et le président de la République vous a instruit d'insérer 6500 jeunes sur 5 ans pour améliorer leur employabilité. Alors, uniquement pour l'année, nous avions un cahier de charges, uniquement pour l'année en cours, nous avons inséré plus que 2000. Plus que 2000. Dans quel secteur? D'abord, le président de la République, chef de l'État, a pris une initiative très importante. Il a dit, chaque entreprise qui a plus que 50 personnes, 50 et plus, doit insérer. On a la possibilité d'insérer. Et les entreprises jouent franc jeu. Vous avez vu, nous avons signé plusieurs conventions, Total, SCG, SIAT, les entreprises, Bolloré, les entreprises ont suivi. Il y a 12 seulement, monsieur le ministre, une douzaine. Nous allons étendre. Vous savez, là, ça ne se décrète pas. Il faudrait que les entreprises acceptent. Ça ne se décrète pas. Une entreprise qui a déjà des difficultés, qui vous dit pour le moment je ne peux pas, on examine la situation, l'emploi ne se décrète pas. Il faut qu'il y ait un véritable partenariat
ONE privés, pour que les choses fonctionnent normalement. Alors, je vous accorde encore 2 questions, s'il vous plaît. Ok, mais justement dans le secteur agricole, puisqu'on en est là, avec CIED Gabon, cette convention qui a été signée entre votre ministère et cette entreprise, 6 000 emplois, sinon plus, pour les jeunes. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes répondent favorablement à cela? Ah oui, il y en a qui répondent, et je veux même vous étonner, beaucoup plus des femmes qui répondent. La statistique est claire, c'est beaucoup plus des femmes, et des femmes qui restent. Malheureusement, je vous ai dit également que nous n'avons pas beaucoup formé dans le domaine. Oui, on forme dans des métiers de base, seigneurs, cueilleurs, mais nous n'avons pas de bouviers, il faut les former, et c'est un problème. Il y a un autre souci, c'est qu'il faut que nos jeunes comprennent qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Alors ils traînent les pas. Nous avons ces offres qui sont encore là, mais il y a plusieurs compatriotes qui ont répondu favorablement, principalement les femmes. Monsieur le ministre, on vous a vu récemment avec... vous avez voyagé il y a quelques mois en France pour signer des partenariats avec votre homologue français. Est-ce qu'aujourd'hui... Monsieur le ministre Rebsamen. Est-ce qu'aujourd'hui, cette piste de la coopération avec les pays amis est suffisamment explorée? Est-ce qu'on ne peut pas profiter de cela pour inverser la courbe du chômage comme vous Mais le dites? ça se passe très bien. Manque des qualifications. Ça se passe très bien avec mon collègue français. Ça se passe d'autant plus très bien que nous allons avoir très prochainement des formateurs qui viennent justement dispenser un enseignement, former des formateurs à l'ONE. C'est une coopération qui fonctionne très bien. Pourquoi tout cela n'est pas inscrit dans le temps, Monsieur le ministre? Ces perspectives en matière de qualification, profiter justement de la coopération avec d'autres États, quelle est la perspective? Comment inscrire cette perspective dans le temps? Ça va prendre combien de temps? Mais vous savez, les formations, c'est des formations continues. Ça ne s'arrête pas. Nous avons en ce moment une restructuration. Il faut installer à travers le Gabon, l'ONE, à Libreville également. Ça veut dire que nous allons recruter beaucoup de monde, mais il faut former. Il faut former ces personnes pour que ces personnes soient tout à fait efficaces et travaillent normalement. Monsieur le ministre, peut-être une dernière préoccupation pour moi. Vous avez parlé d'inversion de la courbe du chômage. Ce sont les instructions du président de la République. Ouais. Mais on sait aussi que, et là vous avez parlé de chômage conjoncturel, la conjoncture aujourd'hui n'est pas bonne. Comment allez-vous faire? Quelle va être la magie? Je vous ai dit que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a pris une très belle initiative en Ngondje. En attendant de former en quantité et en qualité, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, nous allons insérer, faire de l'apprentissage directement en entreprise. Ça veut dire le jeune, il est pris, il est inséré en entreprise et il apprend son métier en entreprise. Alors on va peut-être très rapidement... Allez-y Dina, votre dernière question. Ok, alors... la galanterie nous l'oblige. Merci Rodrigue. On va peut-être revenir sinon parler de l'organisation et publication du répertoire des emplois et des qualifications, le REC. Où en est-on avec? On va en parler sans doute tout à l'heure. C'est un chantier qu'on achève. Qu'on achève. Oui, les Gabonais sont prêts dans quelques temps, ils pourront voir ce répertoire? Oui, dans un mois. Et qu'est-ce que ça va apporter concrètement Ça va apporter, dans un mois. Dans un mois. Ça va apporter quoi? Ça va apporter que les Gabonais pourront également se dire qu'il y a d'autres métiers, il y a des nouveaux métiers, que ce soit en matière de logistique, les nouvelles technologies, des métiers comme grutier, vous savez, on n'en a pas beaucoup formé. Donc ils vont avoir un répertoire et ils vont sans doute s'intéresser à ces nouveaux métiers où en réalité on a une demande très forte.
Merci à vous, Dina Koussou, Innocent Badouma. Monsieur le ministre, la dernière partie de cette émission concerne la formation professionnelle et nous avons interrogé un de vos collaborateurs, le directeur général de la formation professionnelle. Nous avons également interrogé quelques responsables des centres de formation professionnelle à Port-Gentil. Tenez-vous bien, nous allons les écouter et nous nous retrouvons juste derrière pour la dernière partie de cette émission. Dans l'ensemble du pays, à l'exception de Mouila, le chef-lieu de la Mounier, et de Lambaréné, chef-lieu du Moyen-Ogoué. Aujourd'hui, ces centres sont aussi devenus un peu limites dans la mesure où la demande de formation professionnelle des jeunes, qui ont pris conscience, bien entendu, avec toute la volonté voilà, des autorités du pays à promouvoir les questions de formation professionnelle. Selon ce que l'on dit, vraiment, c'est pas, on dirait que la politique actuelle n'est pas vraiment satisfaisante. Parce qu'on se rend compte que après, comment dire, la formation que l'on a dans les différents établissements, lorsque nous sommes déjà aptes maintenant à exercer une activité, on se rend compte que ça devient encore plus compliqué. Notre objectif, c'est de les former et puis s'assurer que ces jeunes-là trouvent du travail, mais ça se fait en plusieurs étapes. Pour aller plus loin, c'est-à-dire qu'en deuxième année, les élèves apprennent jusqu'en janvier et à partir de janvier, ils suivent des formations à travers les entreprises. Et ensuite, il y a des soutenances qui se font. Au sortir de là, soit ils sont pris ou nous négocions comment les accompagner un peu plus tard. La formation à l'école de commerce dure pendant 4 ans. Au terme de la 4e année, les élèves passent 3 mois à l'école et 5 mois en entreprise. Et durant les 5 mois, ils se familiarisent avec le monde de l'entreprise. Au terme de stage, beaucoup d'élèves sont souvent embauchés par rapport à leur capacité, par rapport à leur performance lors du stage. Simon Toutou-Méman, des interventions, des réactions réalisées par nos confrères de Canal Delta à Port-Gentil, toujours au rendez-vous de cette émission. Faire savoir, que peut-on dire globalement en termes d'offres de formation aujourd'hui au Gabon? Alors, au Gabon, l'offre de formation en 2013, 1600 postes. 2014, 2100 postes. C'est encore insuffisant, surtout au moment où M. le Président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement de la République de diversifier notre économie. D'accord. Lorsque vous parlez de postes, Simon Toutou-Méman, ce sont des Gabonais qui sont formés et qui, tout de suite, ont l'accès au marché de l'emploi? Ah oui, ils sont formés. Vous le confirmez? Vous savez, non seulement ils sont formés, ils ont un emploi parce qu'ils sont formés. Nous n'avons pas beaucoup de personnes sorties de nos centres qui chôment et qui chôment pendant longtemps. Simon Toutou-Méman, pour la suite de cette émission, Monsieur le Ministre, Louis-Philippe Mbalinga, Nadège Banda, respectivement de l'agence gabonaise de presse, journaliste blogueuse, vos questions. Monsieur le Ministre, c'est donc dire, au regard des propos que vous venez de tenir, donc qu'en réalité, l'état des lieux en ce qui concerne la formation professionnelle de 2009 à nos jours ne se passe pas trop mal. Vous savez, je parlais de l'initiative de Monsieur le Président de la République qui souhaite diversifier notre économie. Mais Monsieur le Président de la République nous a instruit également le gouvernement de la République de renforcer les capacités dans ces centres. Vous avez dû constater que Monsieur le Président de la République ne parle pas de centres de formation professionnelle. Il parle de pôles d'excellence. Il parle de pôles d'excellence parce que... Monsieur le ministre, de 2009 à aujourd'hui, les pôles d'excellence, selon vous, votre sentiment, êtes-vous satisfait ou pas? Il faut, je vous ai dit, renforcer les capacités dans ces centres. Il y a beaucoup de choses à refaire. Les plateaux techniques
pour certains, ne fonctionnent plus tout à fait bien. Ils ne sont plus aux normes. Vous avez fait le tour? J'ai fait le tour des centres. J'ai commencé par Fidel Andjoua dans le Haut-Ogooué, Mindo Mizamba à Chibanga. Mais les plateaux techniques ne sont plus tout à fait au point. Il faut renforcer des capacités, mais également aller au-delà. Nous devons, à court et à moyen terme, avoir minimum 10 000 places dans nos centres. Alors, il faut construire. Il faut construire et former en quantité, mais également en qualité. Pour cela, il faut un véritable partenariat public-privé. Donc, de 2009 à ce jour, vous n'avez pas pu le faire encore? Mais on l'a fait progressivement. Nous avons, si vous avez fait le tour, la coopération autrichienne a renforcé les capacités à Basine-Ondimba et dans quelques centres à l'intérieur du pays. Il faut le faire progressivement. C'est en train d'être fait. Monsieur le ministre, vous parlez de renforcement de capacité, vous parlez également d'infrastructures d'accueil, donc la capacité d'accueil. Pourtant, à l'échelle du pays, il y a encore des centres, je vais parler celui de Mouila, qui depuis un certain nombre d'années est toujours en chantier, un chantier qui est quasiment éteint. Ah, il n'est pas éteint. Il n'est pas éteint. C'est un grand chantier parce que c'est un centre qui va être un véritable pôle d'excellence. Ce centre sera consacré essentiellement au métier de l'agriculture et de l'élevage. Nous allons reprendre dans quelques mois ce chantier, je vous dis, très important. Monsieur le ministre, en ce qui concerne justement les différents chantiers, 4 provinces normalement ont été choisies donc, pour les futurs projets. Est-ce à dire que les autres provinces ne portent pas d'intérêt pour que dans ces provinces-là également des projets aient pu être prévus? Alors, il ne faut plus faire comme avant. Il faut faire efficace. Il faut placer un centre là où c'est nécessaire. Et quand on place un centre, il faut qu'il y ait moins de politique. Moins de politique, c'est-à-dire? Moins de politique, c'est dire il faut un centre partout. Moins de géopolitique. Voilà, ou simplement politique. Il faut placer le centre là où c'est nécessaire. À Boué, il va y avoir un centre magnifique parce que Boué, c'est également le bois, les métiers de bois et d'ébénisterie à Boué, c'est important. À quand le début des travaux? Nous allons construire un centre en Vengue qui sera réservé à la maintenance et également à la logistique, à maintenance beaucoup plus concernant les avions. Vengue, c'est un pôle qui déjà il y a très longtemps s'occupait de cela et c'est important avec la coopération chinoise. Nous allons placer un centre qui va s'occuper de cette matière. À quand le début des chantiers? Alors, les débuts des chantiers, c'est pour 2015. On y est. Monsieur le ministre, laissons les projets et parlons de ce qui existe maintenant. Il existe normalement un centre à Koulamoutou. Et dans ce centre, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de vernis. Comment vous l'expliquez? Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas de bois, s'il n'y a pas de vernis. C'est un centre qui me fait plaisir parce qu'il fonctionne normalement. Le rôle du centre, ce n'est pas d'avoir en permanence du bois. Ce n'est pas d'avoir en permanence du vernis. Le rôle du centre, c'est d'avoir le bois, c'est d'avoir le vernis au moment où on a besoin de la matière d'œuvre. Ça veut dire, c'est réservé pour des enseignements, c'est réservé également pour des examens. Donc vous êtes en train de dire que chaque fois qu'il y a examen, chaque fois qu'il y a cours, il y a du bois, il y a du vernis. Monsieur le ministre, à l'aune du plan stratégique Gabon émergent, quelle offre de formation pour quel marché du travail au Gabon, notamment en 2015? Les nouveaux métiers. On va former, je vous ai dit, en quantité et en qualité, mais également dans des nouveaux métiers. Des métiers qui ont été
qui n'ont pas suffisamment intéressé nos compatriotes. Vous pouvez les citer? Oh, les nouvelles technologies, par exemple, les métiers liés à l'environnement, et j'en passe. Monsieur le ministre, vous avez répété à plusieurs reprises, nous allons former en quantité et en qualité. Est-ce à dire que jusqu'ici, vous n'avez pas formé en quantité et en qualité? On a formé, mais pas suffisamment. Vous savez, je vous parle de 10 000 places. Il faut qu'on ait très rapidement 10 000 places. Notre économie, il y a une croissance positive. Donc, nous créons naturellement de l'emploi. Et notre économie crée beaucoup d'emplois. Malheureusement, comme on n'a pas formé en qualité, l'offre ne rencontre pas la demande. Monsieur le ministre, peut-être l'occasion de nous parler justement de cette demande. De quelle qualité est-elle, cette demande? Je vous ai parlé des nouveaux métiers, je vous ai parlé également des métiers pointus. Je vous ai parlé de la structure même de notre économie. Combien de perforeurs depuis nous avons formé? Combien d'ingénieurs agricoles avons-nous formés? Voilà. Voilà, c'est à vous de répondre à cette question. Non, ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas très nombreux. C'est vous dire simplement que maintenant, il faut qu'on inverse, qu'on mette le mammouth à l'envers et qu'on forme mieux. Et je vous ai dit également, il faudrait qu'il y ait un véritable partenariat public-privé. Qu'on forme en relation avec l'économie réelle, notre économie. Oui, justement, vous parlez de l'économie réelle, monsieur le ministre. Oui. Dans les années 1970, notamment avec le lancement des grands travaux, le Gabon a dû importer de la main-d'œuvre. Et là, c'était à cause du nombre réduit de la population à l'époque. Aujourd'hui, le Gabon a des bras, mais le paradigme reste à peu près le même. Oui, nous importons, et je vous ai dit, nous importons dans des métiers tout à fait pointus. Oui, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, monsieur le ministre, c'est la conversion. Quelles sont les stratégies? Quelle est la stratégie qui a été mise en place? Mais la stratégie est tout à fait claire. Vous avez vu que dans le Goué maritime, vous avez vu la belle structure qui a été créée, qui est réservée, qui fonctionne déjà, métier du pétrole et du gaz. Justement, c'est cela. Former mieux, former en relation avec notre économie. Nadège Mondar. Monsieur le ministre, comment former mieux lorsque les centres, notamment certains, ne sont pas bien équipés? Mais je vous ai parlé tout à l'heure de renforcement des capacités. Nous sommes en train de le faire. Vous savez, l'État a des moyens limités. L'État, c'est également la programmation. Et nous sommes en train de le faire. Pour cette année, il y a des moyens prévus pour renforcer des capacités dans ces centres. Monsieur le ministre, nous allons peut-être parler statistiques pour être plus précis, parce que nous constatons que malgré les énoncés politiques, apparemment les chiffres ne sont soit pas actualisés, soit ils ne sont pas au rendez-vous. Ils sont actualisés. Je vous ai montré tout à l'heure un rapport statistique, voilà, il est de 2014. Je vous ai donné des chiffres tout à l'heure, ces chiffres sont réels. Je vous ai donné des offres de formation en République gabonaise. Ces chiffres sont là, ces chiffres sont de l'année dernière, ces chiffres sont également de cette année. Voilà. Venons-en à la question, Louis-Philippe. Quels sont les chiffres en termes d'enseignants, c'est-à-dire la demande en termes d'enseignants, et quelle capacité avez-vous actuellement? Nous avons un souci en ce qui concerne les formateurs. C'est pourquoi nous avons signé une convention avec la coopération marocaine pour justement remédier à cette situation. Et déjà, ceux qui sont partis au Maroc... il y en a qui sont déjà partis. Oui, ils sont même déjà de retour. De retour. Donc, nous sommes en train de remédier à cette situation. Nous avons des enseignants, des formateurs qui ont été bien formés et qui sont de retour. Ils sont assez nombreux? Ils sont nombreux. En chiffres? En chiffres, nous avons une trentaine. Et quand vous avez une trentaine d'enseignants bien formés, dans des pôles d'excellence au Maroc, ils vont former sur place maintenant des homologues
Et nous pensons que d'ici 1 an, nous allons mieux former les encadreurs, mieux former les professeurs dans ces centres et peut-être étendre cela dans d'autres secteurs. Alors, Monsieur le ministre, allez-y, monsieur le ministre. Dans le privé également, parce que nous avons des établissements privés qui ont été homologués, mais nous souhaitons également suivre la formation qui est dispensée et nous avons en ce moment une étude qui est menée et nous pensons qu'il faut encourager ces établissements qui ont été homologués. Par contre, les établissements qui n'ont pas été homologués seront purement et simplement fermés parce que nous voulons un enseignement de qualité. Alors, Nadège, Louis-Philippe, je vous en prie, nous n'avons pas pris jusqu'ici des questions sur notre page Facebook. Monsieur le ministre, on va en prendre une exclusivement. Alors, voilà ce que dit le compatriote. C'est une question qui est adressée à vous. Pourquoi les inspecteurs du travail, diplômés de l'ENA et de l'EPCA, exercent-ils sans avoir prêté serment à la Cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 235 ? Alors, c'est une disposition. C'est une disposition, vous dites ? C'est une disposition du Code. Les inspecteurs ne peuvent pas exercer sans avoir prêté serment. Alors, pour la petite histoire, il s'avère qu'il y a quelques inspecteurs qui sont sortis et qui étaient déjà contrôleurs. Mais ces inspecteurs, en tant que contrôleurs avant, ont prêté serment. On ne prête serment qu'une seule fois. Donc le problème ne se pose pas? Le problème ne se pose pas. Sous Toutouméman, au ministère du Travail, nous avons la première cuvée qui est sortie et qui a reçu les diplômes il y a quelques jours. Déjà, d'ici quelques semaines, ils doivent prêter serment. Alors, il faut qu'ils comprennent très bien. J'insiste là-dessus, on ne prête serment qu'une seule fois. Monsieur le ministre, revenons sur, vous parliez tout à l'heure des établissements privés qui non conformes seront fermés. Je voulais vous poser la question de savoir, cela veut-il dire que l'État est désormais prêt à offrir suffisamment d'espace pour tous nos enfants, pour les enfants des Gabonais qui sont justement dans ces établissements privés? Oui, l'État est tout à fait disposé. Je vous ai dit c'est être prêt surtout. On est prêt. Pas disposé, mais prêt. On est en train d'augmenter. On est en train d'augmenter. Vous êtes en train? Oui, on est en train de le faire. En une année, on est passé de 1600 postes, on est à 2100. Et pourtant, vous disiez que... Attendez. Allez-y, monsieur le ministre. Pourtant, vous disiez que ce n'était pas suffisant. Donnez au ministre la possibilité de répondre, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur le ministre. Ce n'est pas suffisant. Je vous ai dit également une deuxième chose, c'est que nous allons encourager des centres qui ont été agréés à bien former. Mais par contre, les centres qui ne sont centres que de nom, ils seront fermés. Vous avez raison, monsieur le ministre. Le seul problème, c'est que est-ce que vous êtes en mesure désormais de prendre... Je vous dis oui. Vous serez en mesure. Je vous dis oui. Louis-Philippe Baniga. Oui, monsieur le ministre. Il est intéressant aussi de voir la balance. Vous nous avez parlé tout à l'heure de 80 000 chômeurs. 80 000 chômeurs. Et en ce qui concerne l'offre d'emploi, est-ce que vous avez des statistiques à ce niveau? Mais je vous ai parlé... dans le domaine de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, on dit qu'il y a des entreprises qui voudraient embaucher mais ne trouvent pas des personnes qualifiées. On est quelque peu revenu là-dessus, oui, mais je vous en prie, monsieur le ministre. La structure de notre économie fait qu'on a besoin des personnes qualifiées, c'est des métiers très pointus, mais également... Je vous ai dit que nous signons des conventions en ce moment pour insérer, pour que des jeunes, parce que c'est ça également, nous avons beaucoup de jeunes qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucune expérience. C'est pourquoi nous allons insérer ces jeunes en entreprise. Vous savez, la France, le Canada, ça s'est développé comme ça. L'apprenti, directement inséré en entreprise, apprend un métier, mais il est déjà embauché. Monsieur le ministre, il y a un domaine que votre ministère gère, c'est celui de l'insertion et la réinsertion. Et à ce niveau, il semble que vous vous intéressez plus
aux entreprises, mais pas toujours à l'auto-emploi. Qu'en est-il à ce niveau? Alors, l'auto-emploi ne nous concerne pas. C'est les petites et moyennes entreprises. Nous, avec l'OFIR, nous facilitons la formation, une formation complémentaire, nous permettons aux jeunes d'être un tout petit peu formés, d'avoir des stages pour être attractifs, pour être insérés soit en entreprise ou créer soi-même son emploi. Récemment, dans le Haut-Ogooué, nous avons renforcé des capacités pour des jeunes qui s'intéressaient à la pêche artisanale. Peut-être nous présenter un peu le FIR. Nous l'avons fait également avec des jeunes filles qui embrassaient le métier de la haute couture. En ce qui concerne le FIR, c'est simplement l'insertion et la réinsertion. Le FIR, c'est un fonds d'aide. C'est un fonds. Et ce fonds, donc, est dédié pour des formations complémentaires. Quelqu'un qui a perdu son emploi, qui souhaite donc reprendre un autre emploi, il a besoin d'une formation complémentaire. Nous finançons ces formations. Il faut comprendre qu'au FIR, il y a un conseil d'administration tripartite. Et au-delà de ce conseil d'administration, il y a également une commission qui s'occupe de ces matières. Et cette commission, là-dedans, dans cette commission, il n'y a que le privé. Parce que nous estimons que c'est le privé qui doit juger de l'opportunité, qui doit aider, qui doit accompagner ceux qui vont devoir donc... Peut-être rappeler le public cible, s'il vous plaît, Louis-Philippe. Peut-être bien rappeler le public cible. Ah, le public cible, c'est le citoyen lambda. C'est le citoyen lambda qui est à la recherche d'une formation complémentaire, qui a perdu son emploi, qui souhaite créer sa petite entreprise. Monsieur le ministre, justement, j'ai envie d'emprunter une de vos expressions. L'Office national de l'emploi juge également de l'opportunité des offres de formation. Et tout à l'heure, lorsque je parlais de l'auto-emploi, je voyais l'auto-emploi plus en termes d'offres de formation. Votre question, Louis-Philippe. Est-ce qu'il y a des secteurs cibles, justement? Quels sont les secteurs cibles en termes d'offres au niveau de l'auto-emploi? Je crois qu'il faut revenir aux métiers de base. Et je voudrais également dire ici, j'entends souvent petits métiers. Il faut qu'on arrête de parler de petits métiers. C'est des métiers de base. C'est péjoratif. Quand on dit à un jeune, toi, tu vas te limiter aux petits métiers parce que tu es coiffeur. Non, c'est des métiers de base. Donc, voilà, essentiellement, des métiers de base. Monsieur Votre le dernière ministre, question, parlons de... La toute dernière, s'il vous plaît. Peut-être l'avant-dernière. Oui, je vous ai accordé 20 minutes. Peut-être l'avant-dernière, monsieur le ministre. La toute dernière, c'est la recherche d'une info sur la réinsertion des anciens prisonniers. Êtes-vous concerné par la formation en milieu carcéral? Alors, si on nous demande de former en milieu carcéral, nous allons le faire. Je sais que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est en train de réaliser une prison comme dans tous les pays émergents. Et il accorde une place très importante à la réinsertion, à la formation dans cette nouvelle prison. D'accord, mais pour le si moment, on nous sollicite, nous allons le faire. Vous savez, le monde carcéral, c'est assez particulier. C'est du domaine de mon collègue du ministère de la Justice. Qui sera notre invité. Et c'est la dernière question. La toute dernière. J'avais droit à une dernière question. Bon, donc peut-être l'avant-dernière alors, monsieur le ministre. Donc la dernière pour moi est celle de savoir, vous nous avez évoqué les différents projets. Donc vous nous avez dit de 2009 à ce jour, il y a eu des avancées, mais elle reste insuffisante. Donc, vous demandez aux Gabonais à peu près combien de temps encore pour que ce soit acceptable ou assez bien? Donc, je vous ai dit également
que pour cette année, nous avons quelques moyens. Nous allons renforcer des capacités dans des centres de formation. Vous voulez pouvoir faire en un an ce que vous n'avez pas pu faire depuis 2009 ? Non, je vous ai parlé de programmation également. Oui. Nous allons nous atteler pour que ces centres soient à la mesure de ce que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, souhaite, de véritables pôles d'excellence. Vous savez, le Président a même été au-delà. Il ne parle pas que de pôle d'excellence pour notre pays. Il a pris une très belle initiative, celle également de faire en sorte qu'au niveau de la sous-région, qu'il y ait des pôles d'excellence. Vous vous souvenez du Train My Generation. Oui, monsieur le ministre, la toute dernière question, le marché du travail, c'est un marché concurrentiel, c'est un marché fait de nationaux et d'étrangers. Et dans les années 80, un très beau concept, peut-être un peu tendancieux, celui de la gabonisation, tient à cœur notamment aux syndicalistes de l'ONEP. Qu'en est-il de la gabonisation? Moi, je suis pour d'abord la préférence nationale. Je vais vous donner une autre statistique. L'importation de la main-d'œuvre en République gabonaise, en une année, les chiffres sont là, a diminué de 25%. 25%. Je suis pour la préférence nationale. Pourquoi? Parce que j'ai vu partout où je suis passé au monde, si vous importez une personne, il faudrait qu'on ait au préalable vérifié qu'on ne trouve pas cette expertise sur place. Alors, et quand vous en importez, il faut former tout de suite pour que vous ayez l'autorisation d'en importer, il faut former tout de suite un homologue. Il y a des dispositions légales qui les dispositions existent. Écoutez, vérifiez quand Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, est invité par le patronat. La première chose, c'est Monsieur le Premier ministre. Votre ministre, il n'y a pas de fluidité en matière d'importation de la main-d'œuvre. Oui, je ne voudrais pas ralentir l'activité économique, je ne voudrais pas ralentir l'activité au sein des entreprises, mais j'ai à cœur la préférence nationale. Louis-Philippe Badinga, Nadège Mbanda, merci pour toutes ces questions. Simon Toutoumema, nous arrivons au terme de cette émission. Quel serait votre mot de conclusion? Le travail, l'emploi, la formation professionnelle, avec la crise qui mine actuellement les administrations gabonaises, tant dans le secteur public que privé, quel serait votre message à l'endroit des travailleurs d'abord? À l'endroit des travailleurs, moins de politique, plus de syndicalisme, un syndicalisme qui respecte les normes, un syndicalisme constructif, un syndicalisme en réalité qui fait que nous ayons de bons partenaires, en face une force de proposition, une véritable force de proposition. Maintenant, en matière d'emploi, mais se dire que les jeunes piaffent d'impatience. Nous devons tous, parce qu'il ne s'agit pas, le problème du chômage n'est pas simplement un problème de gouvernement, c'est un combat national. Les jeunes piaffent d'impatience, il faut faire quelque chose pour ces jeunes. Et le président de la République, chef de l'État, souhaite redonner dignité aux citoyens à travers un emploi stable, un emploi durable, un emploi dans un environnement tout à fait sécurisé, dans un environnement où il y a santé et sécurité au travail. Voilà mon message. Simon Toutoumema, merci d'être passé sur le plateau de Faire Savoir, le plateau de Gabon Télévision. Nous rappelons que vous êtes le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs parce que nous n'avons pas pu, faute d'Internet, ce soir, prendre des réactions à travers notre page Facebook. Le temps pour nous de vous donner cette communication, mais très rapidement, parce que nous avons eu, peu avant le début de cette émission, plusieurs réactions concernant le secteur de l'éducation nationale et ce communiqué qui arrive à point nommé. Le ministre de l'Éducation nationale dit ceci: aucune année blanche n'est envisagée au Gabon. État souverain, l'essentiel n'est pas dans la durée, mais dans la qualité du programme. Il vaut mieux une éducation partielle qu'un culte de l'ignorance.
Il est signé du cabinet du ministre de l'Éducation nationale. De quoi nous donner optimisme et espoir pour les lendemains au Gabon. Voilà qui vient mettre un terme à ce 10e numéro de votre émission, notre émission Faire Savoir. Merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision et nos chaînes partenaires, bien entendu, Média Plus et Canal d'État Port-Gentil. Nous n'oublions pas Nour TV. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain numéro de votre émission, notre émission Faire Savoir. Regarde comme le ciel revêt sa robe de feu. Sous le regard du soleil, siège de la lumière. Étincelante et visible à 1000 lieues, brûlant l'âme, l'esprit et la chair. Regarde comme nos yeux grimpent sur les ailes des rêves.